Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui sera présenté par la directrice générale de Swiss Philanthropy Foundation, Madame Sabrina Grassi, ainsi que le président, Monsieur Etienne Eichenberger. Quant à moi, je m'appelle Lema Darmal et je suis stagiaire auprès de SPF depuis le début de l'année et m'occuperai du bon déroulement du webinaire aujourd'hui. En tant que nouvelle arrivante, je dois vous dire que la réalisation de ce condensé des activités fut vraiment une belle manière pour moi d'appréhender l'implication de la Fondation et de son efficacité. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le programme du webinaire. Celui-ci commencera par une brève introduction, suivie de la présentation des 4 faits marquants et chiffres clés de la Fondation. Suite à cela, nous dédierons un moment pour répondre à vos questions. D'ailleurs, pour celles-ci, s'il vous plaît, veuillez les écrire dans la section Q&A en bas. Nous y répondrons volontiers, mais seulement en fin de présentation. Finalement, nous vous présenterons brièvement les prochains événements en date prévus. Avant de céder la parole au président, M. Etienne Eichenberger, je tiens à toutes et à tous vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Lema. Bonjour à toutes et à tous. Merci à chacune et chacun de prendre le temps d'être avec nous quelques minutes. Mon intervention sera en priori sur l'introduction et puis dans les questions et réponses, et Sabrina vous présentera l'ensemble des activités que nous avons l'année dernière pendant la première demi-heure. Et puis nous gardons une quinzaine de minutes pour des questions et des échanges avec vous, puisque le but, c'est aussi avoir l'occasion d'interagir avec chacun d'entre vous, puisqu'on est un peu plus d'une centaine cet après-midi ensemble. Merci à toutes d'avoir pris le temps. Je crois qu'il va sans dire, quand nous imprimions l'année dernière notre rapport annuel, qu'on devinait une année de turbulence se passer. Je crois qu'aujourd'hui, on vit ces turbulences et on se rend compte qu'il y a moins un après-Covid qu'un pendant-Covid et un durant-Covid, et qu'au fond, nos manières de travailler, nos manières d'interagir, nos manières de voyager, peut-être de nouveau un jour, vont changer durablement. Et à cet égard, il nous a semblé utile et important de faire ce webinaire avec vous pour être à votre rencontre, vous qui, pour la plupart d'entre vous, avez un lien avec la Fondation, soit parce que vous êtes donatrice ou donateur, fondatrice d'un fonds, vous êtes porteur d'un projet, vous êtes quelqu'un qui utilise la Fondation pour ses clients, ou tout simplement des observateurs aguerris. 2020 aura été pour la Fondation que je préside une année exceptionnelle d'intensité, et je souhaiterais, avant de continuer mon propos, remercier l'ensemble du conseil de fondation et de l'équipe sous la direction de Sabrina Grassi pour le travail remarquable. Sabrina rentrera dans les détails de l'activité, mais je souhaite en introduction souligner la qualité de l'engagement de chacune et de chacun dans une année qui, comme dans d'autres secteurs de la société, a été plus que sollicitée. J'aimerais, dans mon introduction, souligner 3 propos, 3 messages. Le premier que vous voyez, au fond, cette idée d'une croissance et d'un développement de la Fondation. Nous sommes évidemment très heureux de celui-ci, mais nous sommes aussi très conscients qu'au fond, ce qui est important aujourd'hui, c'est une croissance qualitative. Au fond, évidemment, il faut que la Fondation, qui est un peu comme un vélo, qui doit avoir une certaine vitesse pour rouler, la masse critique est importante parce qu'il permet des synergies entre les fondateurs, des synergies d'un projet. Mais au fond, ce qui nous anime avant tout, c'est une qualité dans l'interaction des projets qu'on peut soutenir, tout en étant fortement et très reconnaissant pour chaque interaction qu'on a. Le deuxième point, 2020 rime aussi avec notre souhait de faire rayonner la philanthropie. Depuis un peu plus d'1 an et demi, si je peux prendre 2 exemples, nous avons initié une collaboration avec le temps, invité plusieurs personnes à participer pour partager leur opinion sur la philanthropie, parce qu'il nous semble que comme fondation, nous avons ce rôle de communiquer, d'être une plateforme et de permettre à chacun de partager ses opinions. Et dans ce cadre-là, du blog avec le temps, nous tirons un bilan très positif puisqu'on a eu plus de 27 000 visites en un peu plus de 15 mois sur ce site. C'est très heureux comme collaboration et nous sommes aussi heureux de participer au rayonnement, très modestement, participer de ce média important. Peut-être un autre élément pour dire combien 2020 nous a permis de rayonner, de rimer avec la communication. Je vous donne un chiffre peut-être pour vous donner un peu l'amplitude des opérations que nous avons menées. En 2019, sur notre site internet, nous avions eu 8 500 visites. L'année dernière, on a passé les 54 000. Donc, on voit que la Fondation, à l'image un peu de la confiance que vous nous témoignez et de l'intérêt que vous nous témoignez aujourd'hui, à la fois est observée et joue le rôle sur lequel elle s'était prédestinée, qui n'est possible que parce que vous vous y intéressez, vous vous appuyez sur elle et vous l'utilisez pour vos engagements. Le troisième, c'est que, et je conclurai là-dessus avant de passer la parole à Sabrina, c'est que notre 2020 rime aussi avec partenariat. Au fond, c'est extrêmement important pour la Fondation d'avoir
un fonctionnement ouvert avec des partenariats et le conseil de fondation comme l'équipe, évidemment, privilégie aussi. Sabrina y reviendra plus en détail, mais pour le conseil de fondation, j'aimerais souligner combien pour nous cette approche est très importante, d'avoir une approche ouverte avec des partenaires. Comme je disais, Sabrina reviendra dans les détails. Peut-être pour dire que, au fond, dans cette époque qui nous force à une certaine agilité, au fond, à repenser le quotidien, il y a 3 éléments qui nous animent particulièrement dans les partenariats. Le premier, c'est celui d'une valeur ajoutée. Au fond, il est important qu'on se rencontre et que la Swiss Philanthropy Foundation puisse être un acteur qui complète ce que d'autres font, dans une logique de subsidiarité, de faire avec. Le deuxième, après cette idée-là, c'est une durée de durée. Au fond, ce qui nous intéresse à la Fondation, c'est des partenariats dans la durée. Nous sommes intéressés à travailler avec des fondateurs, avec des associations, mais avec aussi des acteurs du conseil, de l'intermédiation, de l'accompagnement des familles, des donateurs dans la durée. Et nous sommes très heureux de penser des partenariats plutôt sur des décennies que sur des mois. Enfin, le dernier point, c'est celui de la réciprocité. Un partenariat qui marche bien, c'est un tango qu'on danse à deux, même si peut-être le tango est peut-être pas la meilleure métaphore. Mais au fond, c'est une danse qui se mène à deux. C'est une manière de faire ensemble et d'avancer ensemble. Et on est reconnaissant pour les partenariats qu'on a eus. Sabrina y reviendra. Voilà, donc une année qui rime avec croissance qualitative, avec communication, à l'image de notre webinaire aujourd'hui, et avec des partenariats. Je vous remercie. Je cède la parole à Sabrina pour la suite de notre présentation. Merci Étienne et merci à vous tous et vous toutes qui êtes là avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis d'avoir un tel nombre d'inscrits à ce webinaire. Et pour ma part, en fait, j'ai le plaisir de partager avec vous 4 faits marquants que nous avons sélectionnés pour l'année 2020. Tout premier fait marquant, et je crois que c'est un des plus importants, c'est en fait notre cœur de métier, les fonds abrités. Vous avez vu sur l'image précédente qu'historiquement, à la fin 2020, nous avions créé 67 fonds abrités. Eh bien, de ces 67 fonds historiquement créés, c'était 46 fonds qui étaient actifs à fin 2020. Et puis, pour la première fois, nous avons décidé de partager avec vous le type de fonds. En fait, je crois que c'est très important de se rendre compte quels donateurs sont avec nous à la Fondation, ont décidé d'héberger leur initiative. Alors, tout d'abord, vous voyez la grosse part des fonds abrités qui sont nos fonds historiques, ceux des particuliers et des familles. Ce sont 32 fonds créés par des personnes seules, des couples ou des familles, parfois rassemblant 3 générations au sein du comité de pilotage. Ces donateurs viennent chez Swiss Philanthropy Foundation parce qu'ils souhaitent démarrer un projet philanthropique, mais sans pour autant créer une fondation indépendante, souvent parce qu'ils ont un profil entrepreneurial, ont déjà leur propre entreprise à gérer ou siègent dans une société et ne souhaitent pas en fait créer un véhicule indépendant qu'ils devront gérer par la suite. Et donc le fonds abrité représente vraiment la solution simple et souple pour démarrer et se lancer en philanthropie. Mais à côté de ces fonds historiques, nous développons aussi d'autres types de fonds. Nous sommes chez Swiss Philanthropy Foundation toujours très preneurs et toujours très en soutien des collaborations. C'est quelque chose à laquelle nous croyons beaucoup. Et nous hébergions 5 fonds collaboratifs. En fait, et là, j'aimerais distinguer 2 types. Il y a tout d'abord les fonds collaboratifs de fondation. Et donc, pour donner un exemple, notre fonds Partners for a New Economy, qui a été créé à l'initiative de 4 fondations donatrices qui ont souhaité mettre leurs ressources en commun et créer un effet de levier pour plus d'impact sur une thématique précise, en l'occurrence le développement durable. Aujourd'hui, elles sont 6 grandes fondations donatrices assiégées dans ce fonds. L'autre type de fonds collaboratif, c'est celui de particuliers qui souhaitent s'entourer d'un cercle d'amis. Donc, en fait, c'est des cercles de donateurs, on pourrait les appeler comme ça, de personnes, de mécènes qui, en fait, mettent en commun leurs ressources pour une cause à laquelle ils croient, telle qu'une cause humanitaire ou parfois une cause culturelle aussi. Et donc, ces fonds tendent à se développer ces dernières années et nous en sommes ravis. Un autre type de fonds, et là je devrais m'expliquer parce que peut-être ce n'est pas si évident quand on lit, c'est les fonds institutionnels privés. En fait, ce qu'on entend par là, et c'est une tendance qui s'est développée depuis 2019, ce sont des fonds créés par une fondation donatrice, mais pas nécessairement en collaboration, en fait une fondation donatrice seule, qui a créé un fonds abrité pour soutenir administrativement un de ses programmes, par exemple son programme pour l'enfance ou son programme pour les femmes. Et
et souhaite se concentrer justement sur les aspects de projet, de choix des bénéficiaires, mais se repose sur l'expertise de Swiss Philanthropy Foundation pour administrer les dons, pour gérer la due diligence, les paiements et puis la collecte des rapports. Et donc, c'est vraiment très intéressant parce qu'on joue sur les complémentarités, les compétences, disons, de programme, de projet d'une fondation donatrice et les compétences administratives d'une fondation abritante, telle que Swiss Philanthropy Foundation. Et nous voyons ce type de fonds se développer aussi ces 2 dernières années. Ensuite, historiquement, Swiss Philanthropy Foundation a hébergé 4 fonds thématiques qui sont toujours actifs. Nous avons un fonds éducation et emploi, un fonds santé et un fonds d'impact social qui sont actifs avec des projets sélectionnés autour du globe. Et puis, notre fonds promotion de la philanthropie, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui encadre notamment notre masterclass en philanthropie ou le Verbier Festival. Enfin, le fonds de donation transfrontalière qui est plus communément connu sous le nom de Transnational Giving Europe, donc ce fameux réseau des donations transfrontalières européennes dont nous sommes l'unique représentant pour la Suisse et qui permet en fait à des donateurs basés en Suisse de soutenir des causes européennes, des organisations européennes. À titre d'exemple, je peux citer en 2020 des donateurs en Suisse qui ont soutenu par exemple en France le Festival d'Aix-en-Provence ou encore le Centre Pompidou ou l'Institut de myologie. Mais ce réseau permet aussi à des organisations bénéficiaires suisses de recevoir des dons d'Europe. Par exemple, en 2020, on a pu constater des dons en faveur de la Fondation CERN et Société ou la Foundation for Hand Surgery ou encore l'Orchestre de chambre de Bâle. Maintenant, puisqu'on parle de l'année 2020, j'aimerais plonger en fait dans 3 initiatives qui ont été encadrées par des fonds abrités. C'est les initiatives de réponse à la pandémie, les initiatives d'urgence Covid. Tout d'abord, beaucoup d'entre vous ont certainement entendu parler du COVID-19 Solidarity Response Fund, que nous avons hébergé à la demande de l'OMS, qui avait besoin de fondations pour héberger ce fonds. Donc, c'était la Fondation des Nations Unies à New York et Swiss Philanthropy Foundation. Donc, nous avons aussi activé le réseau européen pour collecter les dons d'Europe. En tout, à la fin de l'année 2020, ce fonds avait collecté près de 240 millions de 655 000 donateurs, des particuliers, des entreprises, des fondations. Les rapports d'impact sont régulièrement publiés sur notre page. À titre d'exemple, ce sont 28 millions de tests PCR qui avaient été distribués en 2020 ou encore 250 millions de masques dans plus de 150 pays. Le 13 mars dernier, nous avons en fait effectué une phase de transition et la Fondation de soutien pour l'OMS nouvellement créée à Genève a repris en fait le rôle principal et donc devient l'agent principal de ce fonds d'urgence de solidarité de l'OMS. La deuxième initiative que nous avons eu la chance d'héberger est à l'initiative de la Fondation du Verbier Festival qui a souhaité créer le Verbier Festival Emergency Relief Fund, un fonds en fait de soutien aux artistes, aux musiciens fortement impactés par la pandémie, donc de nouveaux besoins qui ont surgi et une réponse rapide à donner. Et donc nous avons rapidement mis en place ce fonds qui était un fonds de collaboration, de mécènes en fait, où les mécènes du Verbier Festival ont contribué, ce qui a permis de distribuer 300 aides individuelles, en moyenne c'était 2000 francs par aide, à des musiciens pour couvrir vraiment des besoins élémentaires tels que des médicaments, du logement, de l'alimentation. La troisième initiative, c'est le Fonds d'aide rapide Covid-19, donc qui a été créé à l'initiative de notre conseil de fondation et en fait qui a permis de soutenir à court terme des ONG partenaires de terrain de longue date. Et donc nous nous sommes appuyés sur notre partenaire WISE à Genève pour sélectionner 20 des ONG que nous connaissions déjà bien, les soutenir avec des dons de chacune d'environ 30 000 $ dans 8 pays. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce fonds a vraiment permis un matching fund. La fondation a mis un peu plus de 200 000 francs au départ et plus du double a été collecté de fondations et de particuliers. Et donc, ces initiatives ont permis vraiment de montrer la valeur ajoutée de la fondation abritante de SPF avec une réponse rapide, simple et agile pour vraiment faire face rapidement aux besoins et répondre à l'urgence.
Le deuxième fait marquant que nous avons sélectionné pour vous, c'est notre écosystème. En fait, dans une fondation, on parle souvent de ses organes. Donc, en l'occurrence, Swiss Philanthropy Foundation a un conseil de fondation de 9 membres bénévoles. Et puis, depuis 2015, aussi une commission financière qui comptait 5 membres en 2020, donc 3 membres du conseil de fondation, mais aussi 2 membres indépendants. La fondation, c'est également une équipe opérationnelle de 6 collaboratrices et collaborateurs à la fin de l'année. Mais une fondation abritante, c'est aussi tout l'écosystème des personnes qui siègent dans les comités de pilotage. Et en fait, dans chaque comité de pilotage de fonds, il y a entre 1 et 5 personnes qui siègent et ça représente en fait en 2020 107 personnes qui gravitent autour de nous, qui recommandent les dons à faire, qui s'intéressent à leurs projets philanthropiques, qui recherchent des organisations, des projets et que nous rencontrons régulièrement au moins une fois par an. À cela s'ajoute en fait une compétence, une nouvelle corde que nous avons ajoutée à notre arc, c'est de pouvoir employer des personnes mais dédiées aux fonds abrités. Donc nous avons en fait 5 employés qui travaillent pour le compte d'un fonds abrité, donc soit des experts d'une thématique souvent ou des experts administratifs que nous employons mais pour le compte d'un fonds. Donc tout cet écosystème, c'est Swiss Philanthropy Foundation. Étienne mentionnait dans l'introduction l'importance pour nous des partenariats locaux, mais qui nous permettent souvent de rayonner internationalement. Les partenariats institutionnels en 2020, c'était bien évidemment le Transnational Giving Europe que j'ai mentionné tout à l'heure, et c'est un partenariat qui dure depuis 2008, mais c'est aussi les instituts universitaires, donc le Center for Philanthropy Studies de l'Université de Bâle, le CEPS que beaucoup de monde connaît, mais aussi le Centre en philanthropie de l'Université de Genève, que notre public local connaît certainement très bien aussi, et avec qui en fait nous organisons la masterclass en philanthropie que nous avons reprise depuis 2018. J'y reviendrai tout à l'heure, elle aura bien lieu en 2021. Et puis le partenariat avec la Fondation du Verbier Festival, la première fois un essai pilote en 2017 qui s'est poursuivi et qui s'est ancré donc autour de l'organisation du Forum de philanthropie du Verbier Festival qui a lieu chaque été, qui aura également lieu cette année, j'y reviendrai. Comme j'évoquais tout à l'heure dans le cadre du Fonds de solidarité Covid-19, la Fondation des Nations Unies, mais évidemment aussi l'OMS, et puis la société WISE, notamment autour du Fonds d'aide rapide Covid-19 que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, nous sommes aussi présents dans les réseaux qui comptent en Suisse, Swiss Foundations Profond, les associations fêtières du secteur des fondations dont nous sommes membres depuis 2019, et puis Sustainable Finance Geneva et Swiss Sustainable Finance pour la finance durable que j'évoquerai à nouveau dans quelques secondes. Nous sommes par ailleurs membres fondateurs de Sustainable Finance Geneva, donc c'est un élément important pour nous. Gestion financière durable, justement, pour la fondation, pour Swiss Philanthropy Foundation, une gestion durable des avoirs est un élément important. Nous avons une charte de gestion des finances depuis 2015 qui évoque la responsabilité, la bonne gouvernance en matière de gestion des avoirs. Et en 2020, c'est 80% de nos avoirs investis qui l'étaient avec des critères de gestion durable, donc qu'on appelle aussi les critères ESG. Je tiens à préciser donc qu'il y a bien un intérêt, une intention de Swiss Philanthropy Foundation pour ce type de gestion que nous soutenons, mais il s'agit encore pour l'heure d'une approche bottom-up, c'est-à-dire que nous récoltons, nous recevons les critères de gestion de nos donateurs que nous validons. Donc c'est vrai que bien que nous affirmions cette sensibilité à la finance durable, l'impulsion vient aussi de nos donateurs, des comités de pilotage qui croient que c'est important de gérer durablement les avoirs. Et puis notre commission financière, donc 3 membres du conseil de fondation et puis 2 nouveaux membres indépendants qui l'ont rejointe en 2020, Madame Lerèche et Monsieur Goua que vous voyez sur les petites photos. Quelques chiffres clés pour terminer. Donc, Swiss Philanthropy Foundation, vous avez vu peut-être au tout début, c'était cumulativement 258 millions de francs suisses, donc presque 60% ont été reversés à des projets, mais pour l'année 2020 précisément, ce sont 59 millions de dons que nous avons versés et donc sur une moyenne lissée sur 3 ans, c'est 30 millions
par an. Ces dons ont été versés en faveur de 261 organisations d'utilité publique en Suisse et dans le monde, donc dans tous les domaines d'utilité publique tels que l'éducation, l'aide sociale, la santé, l'environnement, le développement durable, la culture, etc. Ces dons ont été récoltés de 3700 donateurs. Et en termes de fonds abrités, c'était 11 fonds abrités qui ont été créés en 2020. Donc, vous avez vu tout à l'heure les 3 fonds abrités de réponse à pandémie, mais il y en avait 8 autres qui ont été également créés à la Fondation durant l'année. Et puis, les charges opérationnelles, c'était 967 000 francs en 2020. Voilà, nous avons passé en revue les faits marquants et j'espère être intéressant pour vous. Et nous passons maintenant à l'espace de conversation où nous allons récolter à travers la fenêtre de discussion vos questions, en sélectionner pour y répondre. Donc, je vais maintenant arrêter le partage d'écran pour que vous puissiez à nouveau mieux nous voir. Voilà, Étienne, si tu souhaites aussi compléter. Non, on est preneur de questions. Merci Sabrina pour la présentation. N'hésitez pas, il n'y a que des bonnes questions. Voilà. Si, n'hésitez pas, hein, s'il y a un point que Sabrina a mentionné, voilà, je vois qu'on a une première question qui arrive. Merci au premier intervenant. Donc, la première question que je lis, c'est comment anticipez-vous la philanthropie pour les prochaines années? Bon, c'est une question assez générale et large. Je crois qu'on ne va pas faire une analyse didactique en détail, mais je crois qu'il faut qu'on parle du point de vue d'où nous sommes, de la Fondation Abritante. Sabrina, je te regarde aussi, peut-être je peux démarrer. Je vois qu'ensuite, il y a une deuxième question qui arrive, donc merci à ceux qui lancent des questions. Au fond, ce que nous observons, et le rapport suisse des fondations, vous l'avez peut-être vu, est sorti ce matin. Vous voyez, vous l'avez peut-être certains d'entre vous en pris connaissance. Nous croyons fortement que le modèle qui a été initié autour de Swiss Philanthropy Foundation de penser que la fondation, le fonds abrité serait une alternative à la fondation indépendante, je crois, va en se validant. Et nous croyons qu'au fond, les gens sont trop demandeurs aujourd'hui de l'usage plutôt que de la propriété. Je fais parfois cette analogie avec Mobility. Est-ce qu'on veut une voiture en plus? Est-ce qu'on veut sa voiture ou est-ce qu'on veut pouvoir utiliser une voiture? Je crois qu'il y a beaucoup de rationnel dans ce choix et nous observons que les fonds abrités en ce sens répondent à cette demande. Donc ça, c'est indéniablement quelque chose que nous observons. Si je prends encore comme ça, à mesure que les questions arrivent, 2 autres points, peut-être Sabrina. Nous observons aussi une professionnalisation, au fond, une exigence de suivi, un désir, au fond, de bien savoir comment l'argent est utilisé, des bons rapports, sans non plus être trop lourd administrativement. Je crois que c'est cet équilibre qui anime les gens, c'est-à-dire de ne pas signer uniquement un chèque, de savoir comment utiliser l'argent, puis de trouver les bons mécanismes. Et je vois bien que cette dimension marche bien. Voilà, j'aurais encore une ou deux idées, mais je vois qu'il y a d'autres questions. Donc, il y a quelque chose sur le Covid-19. Sabrina, je te laisse Oui, quel est rebondir. l'impact du Covid-19 pour les dons? Alors, moi, je pense que l'impact qu'on a vu, évidemment, c'est ces initiatives d'urgence qui ont vocation à être ponctuelles et donc qui ont permis peut-être un bond aussi dans nos statistiques, mais en fait, pas que ça, en fait. Moi, je trouve que nos activités traditionnelles de soutien philanthropique traditionnel ont continué. Et donc, je ne dirais pas que le Covid-19 a tout changé. En fait, nos donateurs ont poursuivi leur mission philanthropique. Peut-être ce qui a pu être un élément intéressant, c'est en fait la flexibilité majeure qui était nécessaire. Les organisations bénéficiaires se sont vraiment retrouvées, pour certaines, dans des situations très difficiles. Et il était nécessaire que les donateurs montrent une certaine flexibilité dans les soutiens, peut-être en désaffectant des dons qui étaient fléchés sur des projets et les rendant libres, donc c'est-à-dire pour le soutien des frais généraux. Ça, c'est peut-être un impact. Mais sinon, je pense qu'on se focalise beaucoup sur la pandémie. C'est vrai qu'elle a été très importante, mais il ne faut pas négliger que la philanthropie est nécessaire dans tous les domaines et qu'elle a également continué. Donc, pour moi, c'est un impact fort sur une année, mais qui n'a pas en fait modifié notre cœur de métier, notre activité. Je vois qu'il y a une question sur les similitudes et la différence avec la Fondation de France.
et l'année dans laquelle nous avons été créés. Donc, nous avons été créés en 2006, Swiss Philanthropy Foundation. Nous étions des cofondateurs qui ont lancé cette initiative. J'étais l'un d'entre eux, notamment avec Maurice Mockenbaum et d'autres, Didier Cherpitel aussi qui siège au conseil. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup de similitudes dans le modèle, parce qu'au fond, ce que nous voulons, c'est faciliter la possibilité des gens de s'engager dans la philanthropie, soulager l'administration, créer un écosystème de synergie. Ensuite, évidemment, les réalités sont très différentes, c'est-à-dire qu'en France, le modèle de la fondation indépendante est l'exception et le fonds abrité est la norme, comme les fonds de dotation. Et en ce sens, si tout le monde va aujourd'hui à l'Institut de France ou à la Fondation de France historiquement, puisque la Fondation a 50 ans, chez nous, au fond, c'est plutôt un outil dans la palette des donateurs. Et parfois, nous le disons même, et je vois qu'il y a une autre question sur quelles auraient pu être les mauvaises expériences, ou quelles leçons on a tirées. Je crois qu'une des leçons qu'on a tirées, c'est que le fonds abrité, en fait, est un outil dans la boîte et au fond, il faut aiguiller les gens si c'est le bon outil pour eux. Et parfois, c'est le bon outil parce qu'au fond, ça les soulage. Et parfois, quand il y a un désir d'être très impliqué sur les projets, d'être de s'approprier aussi les projets au bon sens du terme, de communiquer, d'avoir des collaborateurs, d'avoir son propre site web, même si c'est possible chez nous, parfois, au fond, les gens qui ont un désir d'autonomie, un esprit d'entreprise comme ça, se retrouvent mieux dans leur véhicule à eux. Et donc, en ce sens, ça, c'est une des leçons apprises à travers les années, c'est qu'au fond, un fonds abrité n'est pas la solution, mais est une alternative. Et donc, il faut être très réaliste quand on aiguille les gens au départ. Et c'est pour ça que les conversations peuvent prendre un peu de temps. Pour compléter, je dirais une leçon apprise, c'est qu'il est vraiment important de bien discuter du projet à la base aussi au niveau de la gouvernance, de qui le donateur souhaite soit présent dans le comité de pilotage, comment s'organisera le mode de décision, le rôle des personnes. Je crois que pour qu'un fonds fonctionne bien, il faut vraiment que la gouvernance soit bien organisée au départ, au démarrage, et donc l'importance de bien prendre le temps de discuter pour s'assurer d'avoir un fonds qui est fonctionnel en fait et qui fonctionne bien pour la prise de décision dans un cadre vraiment de bonne gouvernance dont nous sommes les gardiens, bien évidemment. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec le temps, le maintien de ce cadre de bonne gouvernance. Je vois qu'il y a une question aussi sur les fonds collaboratifs et si oui, constatez-vous une augmentation des fonds collaboratifs et si oui, quelle en est la raison? Alors, la réponse est oui, très modestement. Hein, vous avez vu, on a 5 fonds collaboratifs. Mais ce que nous observons, c'est que, en fait, il y a plusieurs manières de collaborer entre des institutions. Il y a aussi plein de bonnes raisons pour ne pas le faire. Mais quand il y a un désir de le faire, au fond, il y a un désir de réduire le coût de transaction aussi pour les ONG qui sont soutenues. C'est-à-dire que si vous avez 4 fondations qui soutiennent un partenaire, ça veut dire 4 conventions, 4 rapports. Donc, une des raisons, c'est parfois aussi de rationaliser ce mode de fonctionnement. Ça, c'est une des raisons. Une autre des raisons aussi, c'est que, au fond, ça permet de réduire aussi le suivi administratif pour chacune de ces 4 fondations, parce qu'au fond, nous nous en chargeons. Donc, pour l'ONG, c'est pas un rapport, c'est pas 4 rapports, mais un. Et puis ensuite, il y a le désir dans ces fonds de collaboration aussi de se retrouver, et vous me direz, ce n'est peut-être que symbolique, mais le symbole permet au fond de porter des idées, être un projet en soi. Ça permet à ces 4 représentants de fondation de se retrouver ensemble et pas seulement mettre des moyens à disposition, mettre des réseaux, mettre des manières de regarder. Et donc, je crois qu'il y a une vraie appétence à collaborer pour cette raison. Mais il y a aussi une raison qui est, je crois, au niveau de l'ambition du projet. C'est qu'au fond, quand on collabore, on additionne ses forces et vous aurez souvent entendu ce mot, on voit ce désir au fond d'approche systémique, au fond de traiter certains sujets en amont, de travailler sur certains sujets et on le voit bien aujourd'hui autour du changement climatique et de l'environnement, ce désir en fait d'être proactif et de travailler et en associant des forces, en se mettant à plusieurs, au fond les moyens d'atteindre les causes des sujets et pas seulement leurs effets, permettent de le réaliser peut-être avec plus d'efficacité. Voilà, c'est peut-être parmi les raisons. Je vois une question en fait sur ce qu'on voit un développement des sujets depuis 5 ou 10 ans en dehors du Covid et puis l'importance du niveau international dans les donations. Ce que je trouve très intéressant depuis une fondation abritante, c'est qu'on a toute la diversité de la philanthropie des donateurs et en fait, on voit toujours des causes en fait qui ne varient pas, qui sont vraiment celles qui tiennent à cœur de beaucoup de gens. Et je fais référence notamment à l'éducation, qui peut être soit l'accès à l'éducation pour les populations qui n'y ont pas accès, ou l'éducation supérieure, les hautes écoles, les universités, et aussi l'aide sociale. En fait, ces thèmes, même dans des fonds qu'on crée aujourd'hui, reviennent beaucoup.
Mais parallèlement à ça, on voit aussi l'émergence de nouveaux thèmes. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est beaucoup de thèmes liés au développement durable au sens large. C'est tout des soutiens en fait face au constat que l'écosystème n'est plus équilibré et qu'il faut intervenir en fait pour aussi permettre des conditions cadres, un écosystème qui est beaucoup plus respectueux des populations, de l'environnement, de la biodiversité. Donc c'est des causes peut-être qui paraissent un peu plus macro, si je peux me permettre, mais on les voit se développer. Ça c'est un thème. Et puis quant à la question de l'international, on a beaucoup de soutien en Suisse, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de soutien qui partent à l'international et c'est vraiment le monde entier. Je crois qu'à Genève, il y a toujours eu historiquement une sensibilité pour l'international et je trouve aussi que c'est ce qui est intéressant de notre perspective de Fondation Abritante, c'est de voir autant des soutiens dirigés vers la Suisse que vers l'Europe, que vers les Amériques, l'Asie ou l'Afrique. C'est vraiment une grande diversité. Je vois qu'il y a une question sur quel est le critère le plus important dans le choix des projets pour les donateurs qu'ils souhaitent soutenir. Reste la localisation, le nombre de bénéficiaires, le pays où se situe le projet. Au fond, comme le disait Sabrina, on se sent souvent quand on parle de la fondation le porte-parole ou la caisse de résonance de tous ceux qui s'engagent à nos côtés. Donc je crois que c'est très difficile de faire de généralité et je pense qu'il faut être très vigilant au fond de ne pas essayer de construire des boîtes. Notre métier, c'est bien d'accompagner le donateur dans ce qu'il anime et pour certains, ce sera plus un élément particulier, ce sera plus l'implication personnelle, la rencontre, l'échange et aussi parfois la possibilité de s'impliquer. Donc les motivations peuvent être assez différentes. Ceci étant dit, de manière transversale, il y a une certaine appétence. Au fond, comme je dis parfois, plus de confidentialité, moins d'anonymat. Les gens souhaitent rencontrer les partenaires de projet, souhaitent mieux comprendre les réalités qui les animent. Mais autour de cette réalité, il y a aussi celle de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Il y a cette rencontre. Et je crois que dans un monde où on voit certaines fractures s'établir, c'est vrai qu'on est on a une situation très privilégiée de voir les gens vouloir se rencontrer. Et puis autour de ça, il y a la notion évidemment d'impact, de résultat. Bien évidemment, les gens n'ont pas que le mot impact à la bouche, parce qu'au fond, il faut parfois laisser du temps. On l'a vu dans le Covid, il a fallu être très modeste par rapport à adapter des mécanismes de soutien et de financement. Mais néanmoins, cette idée, au fond, d'amener des résultats, d'être redevable par rapport aux donateurs, c'est quelque chose qui anime les gens. En tout cas, je vois qu'on a beaucoup de questions et c'est très enthousiasmant. Merci à ceux qui en mettent. On espère arriver à y répondre comme vous pourriez espérer. Je vois une question autour de la Swissness, de comment nous décririons notre Swissness et si nous sommes opérationnels dans toutes les régions linguistiques. Je pense que notre Swissness, on l'a décrit, on s'ancre très suisse comme comme notre nom l'indique. C'est vraiment ces qualités de professionnalisme, de précision, où on essaye vraiment de mettre en œuvre la philanthropie des donateurs, mais une philanthropie, comme disait Étienne, qualitative en fait, avec une croissance qualitative où on ne veut pas que la croissance soit au détriment de la qualité, en fait. Et je pense que ça nous tient très à cœur. Et puis de ne pas perdre l'ancrage local, comme j'évoquais tout à l'heure les réseaux dont nous sommes partenaires, nos partenaires qui sont des partenaires suisses, hein, souvent, la plupart du temps. Donc cet ancrage très local, mais tout en ayant un rayonnement international. Quant aux régions linguistiques, il est vrai que la Suisse a cette réalité régionale, en fait, qui fait que naturellement, on est plus proche des gens au sein de notre propre région linguistique. Néanmoins, nous avons des donateurs qui ne sont pas toujours francophones, nous avons des donateurs italophones, nous avons des donateurs parfois germanophones ou anglophones. Donc, ça arrive d'avoir des donateurs qui ne sont pas forcément localisés en Suisse romande. Et je dirais que le rayonnement vraiment suisse, nous le voyons se cristalliser dans le réseau des donations transfrontalières européennes. Étant l'unique représentant pour la Suisse, en fait, un tiers, je dirais, des donateurs du réseau sont basés en Suisse allemande et souhaitent soutenir des organisations en Allemagne, au Royaume-Uni ou ailleurs en Europe. Je ne sais pas, Étienne, si tu souhaites compléter autour de la Swissness. Non, je crois qu'il faut être très modeste. Hein. Je crois qu'on essaye d'être à la fois humble et ambitieux. Je crois humble parce que les enjeux qu'on traite avec les donateurs soutiennent sont des enjeux d'une grande complexité, mais ambitieux parce qu'au fond, dès le moment où on y met du temps et on en fait son métier, je crois qu'il faut avoir une ambition de faire partie de.
Je crois qu'on a encore le temps pour une ou deux questions, puisqu'on voulait aussi d'une part finir à l'heure, puisque chacun d'entre vous a en fait des engagements. Sabrina, est-ce que tu vois encore une dernière question auquel on n'aurait Oui, pas j'ai répondu? vu peut-être une question autour de la clarification, autour des critères d'investissement, puisque j'ai évoqué qu'effectivement nous avions une approche assez bottom-up où les donateurs eux-mêmes émettent leurs critères d'investissement, et s'il y a une éventuelle divergence avec nos propres critères d'investissement, comment on la gère? Alors, Swiss Philanthropy Foundation étant une fondation d'utilité publique, nous sommes régis par des critères de bonne gouvernance, donc il est évident que la gestion financière, notre commission financière va la valider, la stratégie d'investissement en fait va la valider comme répondant à des critères de bonne gouvernance. Néanmoins, nous n'imposons pas nos critères d'investissement aux donateurs. Donc les donateurs sont vraiment libres de choisir leurs critères d'investissement, pour autant qu'ils respectent des règles de bonne gouvernance ou pour une fondation d'utilité publique. Et en fait, nous ne leur imposons pas nécessairement la finance durable. J'évoquais tout à l'heure, nous avons une sensibilité affichée pour la finance durable, mais elle n'est pas imposée. Et donc, nous hébergeons aussi des fonds qui n'ont pas choisi ces critères-là. Donc, en fait, il y a quand même toujours une grande liberté des donateurs et qui souvent, j'évoquais le profil entrepreneurial, nous avons aussi des donateurs qui sont très habiles en finance et qui viennent du monde de la finance pour certains et donc qui sont tout à fait à l'aise pour choisir leurs critères ou leurs titres lorsque les avoirs sont investis. Peut-être un dernier point là autour que je trouve intéressant que je n'ai pas évoqué. Évidemment, nous avons des fonds de capital et donc qui nécessitent un investissement, mais nous avons aussi beaucoup de fonds de flux, nous avons aussi beaucoup de donateurs qui réalimentent annuellement leurs fonds, qui restent liquides parce qu'il n'y a jamais des quantités imposantes en fait de volume. C'est un fonds de flux avec des donations entrantes et des dons sortants vers les projets. Donc il y a vraiment les deux types sont possibles et il n'y a pas besoin d'avoir un très grand capital pour créer un fonds abrité. Je vois qu'on a peut-être ensuite, on pourra passer. Je vois une dernière question. Quelqu'un qui porte Swiss dit merci pour cette présentation intéressante. Je ne sais pas si quand on a parlé de Swissness. Non, blague mise à part, je vois qu'on a quelqu'un d'anonyme aussi qui demande si les fonds abrités focalisent davantage sur des projets de développement à long terme, mais quid de l'aide humanitaire? Alors, je crois qu'il faut vous répondre avec beaucoup de simplicité, c'est que notre expérience, et c'était le fonds d'aide rapide de l'année dernière, c'est que beaucoup d'organisations l'année dernière qui étaient dans le long terme sont devenues des organisations d'urgence, comme le disent nos collaborateurs et nos partenaires, notamment chez Wise, mais aussi dans d'autres partenaires. Au fond, beaucoup d'organisations qui étaient sociales ou de développement sont devenues des organisations d'humanitaire, en rêvant de refaire du développement et du social. Et je dis en rêvant parce qu'au fond, beaucoup ont dû s'adapter de manière absolument spectaculaire à des réalités complètement différentes. Au fond, tout le monde s'est mis à livrer des sacs de nourriture, c'est amené pour des gens et des populations avec lesquelles ils travaillaient, notamment je pense à l'international, je pense à certains pays de l'hémisphère sud dans lesquels on travaille, où les gens sont des journaliers, et quand en fait on est confiné et qu'on est journalier, ça pose évidemment d'énormes problèmes pratiques, et même de survie. Donc au fond, pour répondre à votre question, je dirais l'année dernière, on a fait beaucoup d'humanitaire, quand bien même l'appétence des donateurs avec lesquels on travaille, c'est parfois et même souvent de faire du développement. Donc je crois que c'est un pendule qui est aussi de l'un à l'autre et que notre intuition, c'est que, et c'est aussi la crainte de beaucoup d'organisations, c'est qu'il faut certes être très impliqué sur les questions d'humanitaire ou de santé, mais qu'au fond, il y a certaines questions très importantes de fond qui perdurent, et je vois que les donateurs avec lesquels on travaille, pour certains d'entre eux, sont très animés, comme le disait Sabrina, à la fois par des sujets de proximité, de développement communautaire, mais aussi des questions en amont. On a parlé de changement climatique, on a parlé d'environnement, il y a aussi un fonds qui soutient la campagne des robots tueurs. Donc on voit qu'il y a comme ça des gens qui sont animés par la manière dont le système peut évoluer de la même manière, et donc avec un bon équilibre entre les deux. J'espère avoir répondu à cette question. Merci. Sabrina, je vois qu'il est 41, on a encore 4 minutes, on voulait terminer encore avec l'agenda. Est-ce que tu veux reprendre la parole pour conclure? Très volontiers, je repartage mon écran en fait pour vous évoquer les prochains rendez-vous avec Swiss Philanthropy Foundation. Donc, j'avais dit 2 mots tout à l'heure. Donc, le samedi 17 juillet 2021, nous serons à Verbier pour le Philanthropy Forum dans le cadre du Verbier Festival. Donc, conférence publique sur le thème de l'environnement qui aura lieu le samedi 17 juillet. Donc, tout le monde est bienvenu. Et puis, notre masterclass
masterclass, pardon. Mais il faut s'inscrire. Pour des questions sanitaires évidentes, il faudra s'inscrire. Donc, si vous êtes intéressé, il faut vous inscrire. Ce sera difficile de venir en dernière minute. Merci Étienne. Et puis notre masterclass en philanthropie qui avait pu avoir lieu en présentiel dans le respect des conditions sanitaires en août 2020 et qui aura à nouveau lieu du 1er au 3 septembre. Donc c'est 3 jours de formation continue au château de Bosset, à Bogy-Bosset. Les inscriptions sont actuellement ouvertes. Vous trouverez les informations sur notre site internet. C'est une formation interdisciplinaire avec une forte focalisation sur la pratique, les outils pratiques en gouvernance, en tendance en philanthropie, impact des dons, etc. Il reste 10 places à l'heure actuelle. Et puis, pour rendez-vous pour toute l'année, lorsque les conditions sanitaires le permettront, nous avons déménagé en décembre 2020. Nous sommes toujours à Genève, encore plus proche de la gare Cornavin, place de Cornavin 2, et nous serons ravis de vous accueillir lorsque les conditions le permettront. Voilà, évidemment, tout ça ne serait pas possible sans votre attention ou sans l'engagement de nombreux d'entre vous, mais aussi ceux qui œuvrent sur le terrain pour réaliser ces projets. Donc, au nom du Conseil, je souhaite exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à chacun qui prend du temps, qui met de son temps, qui s'engage ou qui met des moyens financiers à disposition, et à ceux qui œuvrent pour réaliser ces projets où qu'ils soient. Vous remercier aussi maintenant de votre attention. On était presque une centaine, on était très heureux de vous avoir. Et puis demain après-midi, vous pourrez retrouver ce coup d'œil qui est un rapport annuel au fond plus succinct. Comme vous savez, on a l'habitude de faire un rapport exhaustif tous les 2 ans. Et cette année, on a trouvé important de penser les choses différemment et de venir à vous avec ce webinaire. Et vous aurez donc les chiffres clés qui seront disponibles dès demain après-midi sur notre site. On reste évidemment à votre disposition. On se rend compte qu'on aimerait tous se revoir plus vite que ne se peut, mais on espère qu'on aura l'occasion d'échanger avec vous. Merci encore pour votre attention. Merci beaucoup à tous d'être avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.